Quelques 125 000 manifestants ont encore été recensés samedi à travers la France, selon le ministère de l'Intérieur, et de nouvelles violences ont eu lieu, mais en moindre proportion que le samedi précédent. Le ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian a invité ce dimanche le président américain Donald Trump, qui a commenté par une série de tweets critiques le mouvement populaire des Gilets jaunes en France à ne pas se mêler de politique intérieure française. Je suis ministre des Affaires étrangères. Je voyage partout dans le monde. Et je sais, pour le constater dans certains pays, combien la démocratie est fragile. Elle peut être aussi fragile chez nous. Et donc, j'appelle au ressaisissement par le dialogue, parce que c'est notre manière d'être, nous. Je dis à Donald Trump, le président de la République lui a dit aussi, nous ne prenons pas parti dans les débats américains, laissez-nous vivre notre vie de nation. Le président Emmanuel Macron va s'adresser ce lundi soir aux Français dans une intervention très attendue pour sortir de la crise des Gilets jaunes. Il doit annoncer de nouvelles mesures en réponse à cette crise sociale qui met son quinquennat à l'épreuve. Dans la matinée, Emmanuel Macron recevra syndicats et organisations patronales aux côtés de présidents d'associations, d'élus, du Sénat et de l'Assemblée nationale. Riyad refuse d'extrader en Turquie Ahmed al-Assiri et Saoud al-Qahtani, deux proches du prince héritier d'Arabie Saoudite, Mohammed Ben Salman, suspectés d'être impliqués dans l'assassinat du journaliste saoudien Khashoggi à Istanbul, après une demande en ce sens d'Ankara. La justice turque a émis des mandats d'arrêt contre les deux hommes qu'elle soupçonne de faire partie des planificateurs du meurtre. En ce qui concerne la délivrance de mandats d'arrêt, nous n'extradons pas nos citoyens. Je pense que la constitution turque interdit l'extradition des citoyens turcs. Je trouve intéressant qu'un pays qui ne nous fournirait pas d'informations sous une forme légale, demandée par voie légale, délivre des mandats d'arrêt. Ahmed al-Assiri et Saoud al-Qahtani ont été démis de leurs fonctions le 20 octobre, alors qu'une tempête diplomatique s'abattait sur Riyad après le meurtre de Khashoggi, qui a considérablement terni l'image de la pétromonarchie, notamment celle de Mohammed Ben Salman. Le président turc Recep Tayyip Erdogan, mais ce dernier insiste pour que tout procès se déroule en Arabie Saoudite. La propagation de l'épidémie Ebola en République démocratique du Congo suscite l'inquiétude au Soudan du Sud voisin. Le pays a donc décidé de procéder à la vaccination contre le virus Ebola de personnel de santé travaillant près de la frontière avec la République démocratique du Congo. En tout, 2160 doses du vaccin expérimental contre Ebola ont été allouées au Soudan du Sud et la campagne de vaccination débutera le 19 décembre. Selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui a donné l'information, elle sera suivie d'une période d'observation de 21 jours pour les individus vaccinés. Le Soudan du Sud est un des pays frontaliers de la République démocratique du Congo où une épidémie d'Ebola sévit dans l'Est depuis août. Selon le ministre congolais de la Santé, le virus a déjà fait 271 morts au 6 décembre. À l'image de l'Ouganda voisin, où des mesures similaires de vaccination du personnel de santé ont été prises, le Soudan du Sud est en état d'alerte face à une possible propagation de l'épidémie sur son territoire. Aucun cas n'a toutefois été recensé jusqu'à présent. Le vaccin utilisé est un vaccin expérimental qui n'est pas encore sur le marché et qui a été mis au point à la suite de la terrible épidémie d'Ebola qui a frappé l'Afrique de l'Ouest entre fin 2013 et 2016, causant plus de 11 300 morts. Développé par l'Agence de la santé publique du Canada, il a été jugé très efficace par l'OMS, mais il ne l'est que contre la souche Zaïre d'Ebola. Notons que le Soudan du Sud est en guerre civile depuis 5 ans, un conflit qui a fait 380 000 morts selon une récente étude et poussé plus de 4 millions de Sud-Soudanais, soit près d'un tiers de la population, à s'enfuir. Malgré un accord de paix signé en septembre entre les principaux belligérants, le travail des organisations humanitaires demeure compliqué et périlleux dans le pays. À l'image de l'Ouganda voisin où des mesures similaires de vaccination du personnel de santé ont été prises, le Soudan du Sud est en état d'alerte face à une possible propagation de l'épidémie d'Ebola sur son territoire.
Aucun cas n'a toutefois été recensé jusqu'à présent au Soudan du Sud, un des pays frontaliers de la République démocratique du Congo où l'épidémie sévit dans l'Est depuis août et a déjà fait au moins 271 morts. Au total, 2110 doses du vaccin expérimental contre Ebola ont été allouées au Soudan du Sud, qui va procéder à la vaccination de son personnel de santé travaillant près de la frontière avec la République démocratique du Congo. À travers un communiqué, l'OMS a annoncé que la campagne de vaccination débutera le 19 décembre prochain, suivie d'une période d'observation de 21 jours pour les individus vaccinés. Le vaccin utilisé est un vaccin expérimental qui n'est pas encore sur le marché et qui a été mis au point à la suite de la terrible épidémie d'Ebola qui a frappé l'Afrique de l'Ouest entre fin 2013 et 2016, causant plus de 11 300 morts. Développé par l'Agence de la santé publique du Canada, ce vaccin a été jugé très efficace par l'OMS, mais il ne l'est que contre la souche Zaïre d'Ebola. Le texte de la motion de censure fait état de ce que le président somalien a violé la Constitution en s'engageant dans un protocole d'accord secret avec des pays étrangers. Il est fait allusion à l'Éthiopie et à l'Érythrée. La démarche de Mohamed Abdullahi Mohamed, décriée, porte notamment sur la gestion des ports et sur l'unification du pays avec l'Érythrée et l'Éthiopie. Début novembre, en effet, le président somalien Farmajo avait retrouvé ses homologues érythréens et éthiopiens lors d'une rare rencontre dans le nord de l'Éthiopie destinée à renforcer l'intégration économique régionale entre leurs pays par le passé rivaux. La motion de défiance avait été déposée et acceptée dimanche soir par le président de l'Assemblée nationale. Mais lundi, les deux vice-présidents du Parlement ont critiqué cette décision lors d'une conférence de presse commune. Le texte, pour être adopté, doit être voté par 2/3 des 275 députés somaliens, soit au moins 184, un objectif difficilement atteignable selon les observateurs somaliens. Le Parlement devrait se pencher sur la motion à une date qui doit encore être annoncée par son président. Dans une allocution d'une quinzaine de minutes, que beaucoup estimaient décisive, le président français Emmanuel Macron a promis une série de mesures allant dans le sens de la hausse du pouvoir d'achat exigée par les Gilets jaunes. Le salaire d'un travailleur au SMIC augmentera de 100 € par mois dès 2019, sans qu'il en coûte 1 € de plus pour l'employeur. Je veux renouer avec une idée juste, que le surcroît de travail accepté constitue un surcroît de revenus. Les heures supplémentaires seront versées sans impôt ni charge dès 2019. Et je veux qu'une vraie amélioration soit tout de suite perceptible. C'est pourquoi je demanderai à tous les employeurs qui le peuvent de verser une prime de fin d'année à leurs employés. Et cette prime n'aura à acquitter ni impôt ni charge. Les nouvelles concessions annoncées par le chef de l'État français Emmanuel Macron et son mea culpa sur sa responsabilité dans la crise peinaient à convaincre l'ensemble des Gilets jaunes, dont beaucoup restaient mobilisés ce mardi, ce qui laisse craindre de nouvelles manifestations à haut risque samedi prochain. L'exécutif français va tenter mardi de convaincre que les annonces faites la veille par le président Emmanuel Macron répondent aux demandes des Gilets jaunes, nombreux à se déclarer déçus et à vouloir poursuivre leur mobilisation. L'accusation dans le dossier Diane Rwigara s'est dite insatisfaite du verdict du tribunal. Elle a donc décidé de saisir une fois de plus la justice rwandaise pour interjeter appel dans les prochains jours. Le procureur général rwandais Jean Bosco Mutongana a annoncé ce mercredi à la presse qu'il allait faire appel de l'acquittement le 6 décembre de l'opposante Diane Rwigara et de sa mère pour incitation à l'insurrection. Début décembre, Diane Rwigara, critique du président Paul Kagame, avait été acquittée d'incitation à l'insurrection et falsification de documents, des charges qui lui ont valu d'être emprisonnée pendant plus d'1 an. Sa mère Adeline et 4 co-accusés avaient également été acquittés et ils sont tous concernés par l'appel du procureur général. En première instance, le tribunal a estimé que les critiques de Diane Rwigara contre le gouvernement
ne constituaient pas une incitation à l'insurrection car elles s'inscrivent dans le cadre de son droit à la liberté d'expression garanti par la Constitution rwandaise et les lois internationales. Pour les juges, l'accusation n'avait pas non plus prouvé que Rwigara avait falsifié des signatures de partisans dans le dossier présenté à la commission électorale en vue de sa participation à la présidentielle de 2017. Le rejet de cette candidature avait été critiqué par des gouvernements occidentaux et des groupes de défense des droits de l'homme. Pour la petite histoire, Diane Rwigara est la fille d'Assina Paul Rwigara, un important entrepreneur rwandais qui avait, dans les années 1990, largement financé le Fonds patriotique rwandais FPR de Paul Kagame avant que celui-ci ne renverse le pouvoir extrémiste Hutu en juillet 1994, mettant ainsi fin au génocide. L'opposante avait pris ses distances avec le FPR après le décès de son père en février 2015 dans un accident de la route selon la police. Elle avait contesté cette version et dénoncé un assassinat. L'ONU-SIDA est plongée dans la pire crise de son histoire depuis le début de cette plainte à l'encontre d'un ancien chef adjoint de l'agence. Michel Sidibé, chef de cette agence des Nations Unies, afin de répondre aux accusations de mauvaise gestion de cette affaire, avait appelé en février 2018 à la mise en place d'un groupe d'experts indépendants sur la prévention et la riposte au harcèlement, y compris sexuel, au sein du secrétariat de l'ONU-SIDA. Mais les résultats de l'enquête publiée la semaine dernière ont infligé un sévère camouflet au directeur exécutif en poste depuis 9 ans. Les experts ont entre autres indiqué que les dirigeants, les politiques et les processus au sein de l'ONU-SIDA n'ont pas réussi à prévenir les allégations de harcèlement, y compris le harcèlement sexuel, d'intimidation et d'abus de pouvoir à l'ONU-SIDA, ni à y répondre correctement. Le rapport conclut qu'un changement de direction est devenu nécessaire pour que l'ONU-SIDA retrouve une culture de dignité et de respect. Mardi, le Conseil de coordination du programme qui pilote le fonctionnement de l'agence spécialisée sur le sida a ouvert une réunion de 3 jours à Genève qui pourrait décider du sort de son directeur exécutif. Au lendemain de l'attaque qui a fait au moins 2 morts, un blessé en état de mort cérébrale et 12 autres blessés à Strasbourg, le président Emmanuel Macron a décidé d'accroître la mobilisation des militaires dans le cadre de l'opération Sentinelle. Pour garantir la sécurité des Français, le président de la République, ce midi, en Conseil de défense, a pris la décision d'accroître la mobilisation des militaires dans le cadre de l'opération Sentinelle. Ce sont 500 militaires qui, dès aujourd'hui, sont venus compléter le dispositif et 1300 qui, dans les jours qui viennent, viendront s'ajouter à ceux qui sont déjà mobilisés sur le terrain. L'objectif, c'est de permettre la sécurisation des lieux recevant du public. Je pense notamment au marché de Noël qui, un peu partout en France, viennent préparer les fêtes. Pour la petite histoire, un homme a ouvert le feu sur le marché de Noël à Strasbourg. Le tireur a crié Allah Akbar, signant sa radicalisation islamiste avant de commettre son forfait. L'assaillant, doté d'une arme de poing et d'un couteau, a ensuite échangé des tirs avec les forces de l'ordre qui l'ont blessé au bras. Puis il a pris la fuite à bord d'un taxi pour se rendre dans le quartier du Neurdorf où a eu lieu un nouvel échange de tirs avec la police avant qu'il ne disparaisse. L'assaillant compte 67 antécédents judiciaires, dont 27 condamnations en France, en Allemagne et en Suisse pour des faits de droit commun. Sous le choc, des Strasbourgeois et des touristes ont rendu hommage aux victimes de l'attaque meurtrière.